amis des mots, bonjour. Je vous retrouve sur ma chaîne avec grand plaisir, avec des vêtements pas du tout accordés à la saison et à ce que je veux dire. Pour vous parler du Cold Winter Challenge 2020-2021, je ne sais pas trop comment le définir. Comme je vous l'avais expliqué pour le Pumpkin Autumn Challenge, le Cold Winter Challenge est un challenge de lecture qui se passe en hiver, comme le nom l'indique. Et cette année, c'est l'Enluminée qui a repris le défi, puisqu'avant c'était la booktubeuse très connue, Margot Liseuse, qui gérait ce défi qu'elle avait repris de quelqu'un d'autre. Elle a décidé de laisser le bébé et elle a très bien choisi la personne, je trouve, puisque l'Enluminée nous a bien gâtés en termes de catégories, en termes de défis, en termes de propositions. Et donc, je vais faire cette vidéo, mais elle sera un petit peu plus à l'ouest, à la masse, improvisée, que pour le Pumpkin Autumn Challenge, parce qu'il y a déjà une grande partie des chroniques, des livres que j'ai lus qui ne sont pas encore sur le blog. Et contrairement au Pumpkin Autumn Challenge, je ne vais pas faire d'article qui va regrouper toutes les chroniques. Donc vous les trouverez sur mon blog. En dessous de la jolie photo que j'aurais faite, j'aurais indiqué quelle est la catégorie du défi que cela concerne. Je préfère me concentrer sur les chroniques, sur cette vidéo. Par contre, j'ai noté sur ce papier toutes les catégories que l'Enluminée nous a proposées, ainsi que les livres que j'ai lus sur ce petit papier. Il n'y aura pas les résumés comme d'habitude, je vais vous résumer comme ça, et je pense que ce sera moins prise de tête, plus naturel, enfin j'ose espérer. On va juste espérer aussi que je ne meure pas de chaud, parce qu'en fait nous sommes le 1er mars et le printemps a un mois d'avance cette année, comme beaucoup d'années depuis quelques temps maintenant. Réchauffement climatique, bonjour. Et donc il fait assez chaud, mais normalement ça devrait aller. Alors je ne vais pas aller dans l'ordre des lectures, comme pour le Pumpkin Autumn Challenge, je vais prendre ma petite liste et vous dire quelles sont les catégories que j'ai validées. Donc pour rappel, il y avait cette année 5 menus, dont un menu qui pouvait être remplacé par un menu bonus. Et j'ai remplacé moi le menu hiver mystérieux, qui comprenait la catégorie 1 Yule avec mythologie, légende, divinité, la catégorie 2 Reine des neiges, femme de pouvoir, féminisme, sorcière, et la catégorie 3 New Year, New Me, métamorphose, transformation, évolution. Tout simplement parce que je n'ai pas beaucoup de livres dans ces catégories. Et en fait, le Cold Winter Challenge cette année, c'était particulier parce que je me suis lancée, j'ai fait une pile à lire, mais gigantesque. Enfin, j'ai mis tous les livres sur mon meuble là-bas que j'avais envie de lire. Et je me suis dit, mais je lirai jamais tout ça, je le sais pourquoi je fais ça, pourquoi. Et finalement, de fil en aiguille, sans réfléchir aux catégories, j'ai pris un livre après l'autre, et puis miracle, j'ai quand même validé le challenge. Donc cette année, il y avait 3 façons de valider le challenge. Une vie de lutin, c'était une sous-catégorie par menu et le défi était validé. Flocon de neige, 2 sous-catégories par menu validées. Et mordu de l'hiver, tout lire. Donc inutile de dire que mordu de l'hiver, c'est raté. Par contre, j'ai validé une vie de lutin. Donc j'ai mené une vraie vie de lutin pendant cet hiver. Donc c'était à ma grande surprise que quand j'ai fait un point la semaine dernière, je me suis dit, en fait j'ai réussi mon challenge et la vie est belle, c'est merveilleux. Donc pour commencer, dans le premier menu de ce Cold Winter Challenge qui s'intitule Magie de Noël, j'ai validé 2 catégories. La première qui s'appelle raclette, j'ai mis Maybe Someday. C'est un livre que je voulais lire depuis un petit moment maintenant. J'ai reçu des bons lors des dernières fêtes pour ma Kobo. Et donc j'ai acheté plein de livres, type justement romance, feel good, etc. Des livres que peut-être je n'estime pas nécessaire d'avoir en papier, surtout qu'il s'agit la plupart du temps d'auteurs qui ne sont pas francophones et pour lesquels c'est difficile d'obtenir des dédicaces. Donc j'ai lu celui-là et alors c'est un livre que j'ai pas encore chroniqué.
il me laisse un sentiment un petit peu comme ci comme ça. Il y a des thématiques abordées très intéressantes. Déjà, la musique est omniprésente, donc ça j'étais hyper contente parce que j'adore la musique. Et il y a des jolies références, il y a des paroles de chansons qui sont absolument sublimes. Par contre, j'ai trouvé le style, alors je sais pas si c'est le style ou la traduction, au départ en tout cas un petit peu maladroit. J'ai trouvé certaines réactions de certains personnages un petit peu excessives, notamment la protagoniste de laquelle je me suis pas trop attachée. Et puis il y a quand même, alors on n'est pas dans des relations toxiques, en tout cas pas avec les deux qui finissent ensemble, n'est-ce pas? Je vous spoil pas, hein, c'est une romance donc. Par contre, on est dans une relation. Il y a de l'infidélité quoi. Donc on est pris, en fait j'ai eu du mal à rentrer dans cette relation parce que j'arrivais pas à comprendre. C'est un genre, je sais pas si on peut appeler ça, ceux qui l'ont lu, enfin vraiment, dites-moi ce que vous en avez pensé, parce que on est presque dans le polyamour quoi, en tout cas le protagoniste masculin. Donc du coup j'arrivais pas à me dire que c'était mal. J'arrive pas à me dire que c'était bien puisque y a tromperie quand même. Par contre elle est quand même très belle, il y a des très jolies phrases que j'ai soulignées, des très jolis concepts et puis on aborde aussi une certaine diversité puisque le protagoniste qui fait de la musique est sourd. Et donc c'est une autre façon d'écouter la musique, c'est une autre façon d'en jouer, une autre façon de la concevoir, voilà. Après c'est pas un coup de cœur quoi, largement pas. Dans ce premier menu magie de Noël, j'ai aussi validé la catégorie 3, la danse de la fée dragée, et je l'ai même validé avec 2 livres. Le premier, c'était Le Château de Hurle de Diana Wynne-Jones, j'espère qu'on le prononce comme ça, aux éditions Inis. J'ai toute une histoire avec ce livre, je l'ai déjà chroniqué, et ceux qui connaissent le château ambulant de Miyazaki dans les studios, qui a été produit par les studios Ghibli, vont savoir de quoi je parle. On est effectivement au cœur d'une contrée magique qui n'existe pas. Il y a une jeune femme qui s'ennuie, qui a 2 autres sœurs, et qui va rencontrer une sorcière qui va la maudire. Sophie a 17-18 ans au début de l'intrigue et elle va se retrouver changée en vieille femme, elle ne peut pas parler de sa malédiction et elle va partir à la quête d'elle-même en fait pour essayer de mieux s'accepter, de mieux se retrouver. Elle va tomber sur un mage qui est autant redouté que admiré et qui s'appelle Hurle. Dans la version anglaise évidemment il s'appelle Howl. Qui ne veut pas dire hibou, j'ai cru longtemps, mais donc c'est Howl sans H, et donc la traduction est bien correcte. Je me justifie parce que pendant des années j'ai cru que c'était mal traduit. Voilà, toute l'histoire que j'ai avec ce livre, c'est surtout parce que il n'était plus édité. Il est sorti dans les années 80, la première version. Je voulais l'acheter pour le découvrir puisque à la base c'est une trilogie. Dans les 3 parlent d'une histoire différente mais je voulais celui-là et en fait il était plus édité du tout. Et donc mon haut désarroi, j'apprends après que les éditions Inis ont réédité le livre et à Noël, enfin vers Noël, j'arrive dans ma boîte aux lettres et je vois un paquet de la Fnac. J'avais pas du tout commandé de livres chez la Fnac et tout. J'ouvre le paquet et je vois Joyeux Noël, ma jumelle d'écriture. Donc vous l'aurez deviné, c'est Caroline Blino qui m'a offert ce livre magnifique. Alors je peux vous montrer un petit peu l'intérieur. Chaque début de chapitre montre des petites illustrations comme ça et chaque titre parle un peu du contenu du chapitre. Voilà Calcifère. Alors ceux qui ont vu le film vont être relativement bouleversés par ce livre parce qu'en fait il y a des choses qui se regroupent, qui se retrouvent dans le film, mais par contre c'est une revisite totalement japonaise de cet univers-là qui à la base est anglais. Donc on est vraiment dans l'Angleterre avec l'humour anglais qui caractérise ce pays. Donc j'ai redécouvert le château de Hurle avec grand plaisir de ce côté-là et surtout l'histoire a été sublimée parce que y a beaucoup de choses
qui sont différentes du film, vraiment beaucoup. On voit que Miyazaki il a vraiment pris le côté on va dire plus romantique, pas au sens amoureux, mais romantique du rêve, du folklore et tout cet humour, tout ce... j'arrive pas trop à décrire, mais il y a vraiment cette dimension japonaise en fait dans le château ambulant de Miyazaki qu'il n'y a pas du tout ici. Là on a vraiment la dimension anglaise de la chose, les références anglaises aussi, puis l'histoire est complètement différente, les relations entre les personnages sont différentes. Par exemple Sophie dans le film n'a qu'une sœur et là elle en a deux, donc ça change déjà la donne puisque chaque sœur a un peu son histoire et sa façon d'aborder les choses. Hurle est relativement différent aussi, même si c'est peut-être le personnage qui ressemble le plus, mais on en apprend sur son passé notamment, tandis que dans le château ambulant on sait quasiment rien du passé de Hurle, et donc merveilleux franchement. Et c'est ce que je disais aussi, j'en avais parlé un petit peu en story sur Instagram, je trouve que ce livre, pour être sorti dans les années 80, est un précurseur du genre fantastique, parce qu'il y a des concepts, une façon de voir la magie que je n'ai vu nulle part ailleurs. Alors évidemment, on peut jamais tout connaître des mondes fantastiques, mais la façon d'aborder, de décrire la magie, de l'envisager est si différente de tout ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant que ça vaut la peine juste pour ça. Et puis après, évidemment, il y a Hurle, il y a Sophie, il y a ces personnages assez fous, assez loufoques même. Je ne peux que vous le conseiller parce que c'est un véritable coup de cœur pour moi. Et donc merci ma jumelle d'écriture de me l'avoir offert. Il est merveilleux. J'ai très envie de découvrir aussi les autres ouvrages des éditions Inis qui ont l'air de reprendre un petit peu des publications de tout ce qui concerne la pop culture justement des années 80-90 qui me parlent énormément. Dans ce menu magie de Noël et dans la danse de la fée dragée, du coup, je vous ai même pas dit les mots-clés. Il s'agissait donc de lire un livre avec les mots-clés suivants: rêve, univers onirique, fantasy ou fantastique. Et donc le château de Hurle rentrait parfaitement dans la catégorie. Mais j'ai aussi découvert le livre de Alice Nine, un livre en auto-édition qui s'appelle Willow Avenue. Alors c'est un très gros livre, il est épais, il est bien rempli et il est massif quoi. Alors bon, déjà couverture magnifique. Donc dans Willow Avenue, on est dans un monde un petit peu futuriste. Il y a un contrôle incessant en fait qui est fait sur les habitants qui doivent déjà quand ils rentrent dans la cité accepter de se faire injecter un produit et puis deuxièmement de laisser un petit bout de cerveau. Donc il faut vraiment vouloir partir de là où on est pour rentrer à Willow Avenue. Donc il y a un genre de Big Brother un peu qui contrôle tout ça, qui s'appelle George Denol. Et on va retrouver un personnage qui s'appelle Rutel, qui est très heureux d'être venu à Willow Avenue puisqu'il a un passé un peu compliqué, notamment avec sa famille. Et il va évoluer dans cet univers. Évidemment, il va découvrir que Willow Avenue n'est pas la cité idyllique, merveilleuse dont il en a la vision quand il arrive là. J'ai bien aimé ce roman, ce n'est pas un coup de cœur pour plusieurs points que j'ai déjà relevés à l'auteur. Mais j'ai trouvé que les concepts étaient assez originaux. Pour donner un ordre d'idée à ceux qui aiment les animes ou les mangas, j'ai trouvé que ça ressemblait beaucoup à Psycho-Pass. Alors c'est pas du tout du spoil ou c'est pas du tout un reproche, mais on est dans ce truc là, manipulation de l'esprit, surveillance des habitants, contrôle aussi des habitants, donc c'est à s'en retourner le cerveau, hein. Les machinations qui sont vraiment en arrière-plan de ce roman sont très intéressantes, mais j'ai trouvé que le point fort de l'auteur c'était les descriptions. Elles sont vraiment très visuelles, c'est-à-dire on voit ça, vraiment, on lit les descriptions et on voit ce qui se passe, on sait par quoi on est entouré. Et il m'a manqué un tout petit peu de sensorialité à certains moments, mais elles sont tellement visuelles que on peut se la faire soi-même. J'ai trouvé par contre d'autres défauts évidemment que je vais pas forcément relever là, mais je vous le conseille. Si vous aimez bien la science-fiction, je pense que vous allez apprécier les innovations et les inventions de Alice Nine. Si vous n'avez pas découvert le genre de la science-fiction, je pense que c'est un bon moyen aussi de rentrer dans l'univers.
Je pense donc que c'est un très bon moyen de rentrer dans ce genre d'univers, sachant que la narration est plutôt fluide et assez simple. Il n'y a pas de fioritures, pas d'excès de langage non plus. Dans le troisième menu de ce Cold Winter Challenge qui s'appelle Marcher ensemble dans la neige, j'ai validé la catégorie 2 qui s'appelle Aurore boréale, où il s'agissait de lire un livre qui parle d'aventure, qui parle de périple ou de voyage. Et j'ai décidé d'y placer Là où l'herbe est plus verte de Tiffany Moigny. C'est aussi un livre en auto-édition. Mais regarde-moi cette couverture! J'avais trop envie de lire ce livre. C'est mon premier livre de l'année et je ne regrette rien. C'est un très très beau livre, un très très beau feel good, un très très beau moment de tendresse. Pas de tendresse amoureuse forcément, mais de tendresse de soi-même, pour soi-même, avec soi-même. On va rencontrer dans Là où l'herbe est plus verte, Colline, qui est une jeune femme un peu perdue, emprisonnée dans une relation toxique de couple et qui va, pour affronter ses crises d'angoisse à répétition, partir en Irlande. Évidemment, il y a une raison pour laquelle elle part là-bas. Elle rencontre une jeune femme plus jeune qu'elle qui s'appelle Aisling et qui va l'inviter directement en Irlande, dans la maison de son père. Et puis, au-delà du coup de la découverte de ce pays qui m'a l'air... Enfin, vraiment, j'ai eu envie de partir là-bas. J'ai vraiment eu envie. C'est déjà un pays qui m'a plusieurs fois tenté et fait de l'œil sur des reportages ou dans des films. Et là, j'ai juste eu envie d'aller... Enfin, elle m'a fait voyager. Il y a toute la reconstruction de Colline qui est, ma foi, plutôt complexe, mais plutôt... elle va trouver la façon de se réconcilier avec elle-même d'abord, pour se réconcilier avec le reste, avec cette relation néfaste, avec le fait aussi qu'elle n'arrive pas à avoir d'enfants, avec le fait d'être traumatisée par certaines choses, avec sa famille, etc. etc. J'ai vraiment trop aimé ce livre. Je l'ai déjà chroniqué sur mon blog et l'auteur est tout à fait adorable. C'est une femme formidable, franchement, que je suis trop heureuse d'avoir rencontrée sur Instagram. Très heureuse de suivre son évolution et je n'hésiterai pas à acheter ces deux autres livres. C'est un joli féminisme, c'est un joli message de résilience que j'ai vraiment apprécié découvrir. Si vous craignez de découvrir des livres en auto-édition, allez-y, parce que ce livre pourrait être tout à fait édité par une maison d'édition et je ne mâche pas mes mots, vraiment, vraiment, vraiment. C'est d'une qualité, d'une sincérité, vraiment. Foncez, foncez. L'auteur a directement sa boutique sur son site, je vous mettrai le lien en barre d'infos, comme ça vous pouvez lui commander son livre. Dans le menu Hiver obscur, j'avais peur de ne pas réussir celui-là parce que il y avait des catégories où il fallait parler de fantômes, de jeux avec les époques, des livres courts aussi. En fait, j'ai lu un livre qui va dans deux catégories, même si je pense que la deuxième est la plus à même de correspondre au format de ce livre. Donc c'est la catégorie 2, Frissonner sous un plaid. C'est tout à fait ça. Il s'agit de lire un livre avec les mots-clés horreur, épouvante, thriller ou suspense. J'ai lu La vraie vie de Adeline Dieudonné. Ce livre était abominable. Quand j'y repense, j'ai encore des frissons dans le dos. C'est un livre très très dur à chroniquer. Je l'ai acheté au Salon du Livre 2019, donc ça commence à dater. C'est d'ailleurs le grand format que vous voyez là, entre-temps il est sorti en poche et il est aux éditions Iconoclast. Une maison d'édition que je connaissais pas du tout et je trouve un petit peu dommage qu'ils fassent... Alors ils font des livres assez petits, c'est un grand format, mais pour comparer par exemple au format de Tiffany qui a pris un format grand format plutôt normal, on est là-dessus. Donc il y a un petit décalage de taille et les pages ne sont pas vraiment bien remplies. Voilà, donc on a des marges très épaisses, un texte au milieu quoi, que dire. J'avais cherché des avis sur ce livre parce qu'en fait il me faisait peur, absolument trop peur. La couverture est trop space déjà et puis le résumé, déjà il était angoissant. Je vais vous le lire, comme ça vous vous faites une petite idée. C'est un pavillon qui ressemble à tous ceux du lotissement, ou presque. Chez eux, il y a 4 chambres, la sienne, celle de son petit frère Gilles, celle des parents et celle des cadavres. Le père est chasseur de gros gibier.
La mère est transparente, amibe, craintive, soumise aux humeurs de son mari. Le samedi se passe à jouer dans les carcasses de voitures de la décharge jusqu'au jour où un violent accident vient faire bégayer le présent. Dès lors, Gilles ne rit plus. Elle, avec ses 10 ans, voudrait tout annuler, revenir en arrière, effacer cette vie qui lui apparaît comme le brouillon de l'autre, la vraie. Alors en guerrière des temps modernes, elle retrousse ses manches et plonge tête la première dans le cru de l'existence. Elle fait diversion, passe entre les coups et conserve l'espoir fou que tout s'arrange un jour. D'une plume drôle et fulgurante, Adeline Dieudonné campe des personnages sauvages entiers, un univers acide et sensuel. Elle signe un roman coup de poing. C'est son premier roman à Adeline Dieudonné. On parle d'humour, certes j'ai souri au début du roman parce que notamment avec les images de la mère de cette jeune fille de laquelle on ne connaît pas le prénom, y a des moments où ça fait sourire quand même, on se dit voilà, mais après c'est tellement poignant et ce fameux accident est si bien décrit dans l'horreur en fait, c'est vraiment l'horreur pure et dure. En fait on voit l'évolution d'une gamine qui est entourée juste par des adultes. J'ai dit enfants, drôle de lapsus, vraiment des adultes complètement incapables. Il n'y en a pas un foutu adulte dans ce livre de rattraper l'autre. Il y en a peut-être un qui vaut la peine. C'est un professeur qui l'aide à développer ses compétences en sciences, sinon les autres. Et en fait, on voit à travers l'évolution de cette petite fille combien c'est important d'avoir autour de soi des adultes solides. Parce qu'en fait, quand il n'y en a pas un qui tient la route, c'est l'horreur, quoi. C'est une catastrophe, c'est la descente aux enfers, c'est le manque de repères, Je sais pas comment vous décrire ce livre. Et d'ailleurs, toutes les chroniques que vous allez trouver sont très vastes, très floues. C'est pour ça que j'avais peur, parce qu'en fait, on peut pas résumer ce livre, on peut pas parler de ce livre sans spoiler. Donc dans l'émotion, franchement, je pense que je ne l'ai pas lu au bon moment parce que j'étais vraiment pas bien au moment où je l'ai lu. Et donc ça m'a rendu encore plus mal. Je suis vraiment sortie à chaque fois, je lisais les chapitres et tout, et je sortais du chapitre et j'étais pas bien quoi. Et en fait ça me tournait dans la tête, ça m'empêchait de dormir. D'un côté c'est réussi, c'est-à-dire c'est ce que veut l'auteur. Mais d'un côté, voilà, armez-vous, ne lisez pas ce livre si vous n'êtes pas bien. Par contre, si vous aimez les thrillers, si vous aimez les romans psychologiques, je pense que ça peut tout à fait vous correspondre. Mais là, actuellement, en plus, j'ai pas encore chroniqué sur mon blog, j'ai aucune idée de si... En fait, je peux pas dire que c'est un coup de cœur parce que vraiment, il m'a mis mal. Mais je peux pas dire que c'est un mauvais livre parce que c'est très bien écrit. On a les sensations d'une petite fille, la vision d'une petite fille. J'ai mis plein de post-it. Je sais pas si on va pouvoir voir comme ça. J'ai mis plein de post-it là, à plein d'endroits différents. Il y a des phrases chocs, il y a des passages chocs. C'est détraqué en fait, tout est tordu dans ce livre. J'en ressors vraiment pas indemne du tout. Je vais le garder. Ça allait parfaitement dans la catégorie. C'était vraiment très obscur là-bas, dans la vraie vie. Ensuite, dans la catégorie 3 de ce menu hiver obscur, puisqu'il y avait aussi Nuit du solstice, je pourrais mettre celui-là dans les livres de moins de 300 pages. C'était le deuxième livre de l'année que j'ai lu. Alors il y a plein de post-it, c'est pas très joli, parce que ça m'a donné plein d'idées pour un roman dont on ne soupçonnerait pas l'existence pour moi. Donc j'en parle dans ma vidéo sur Je finis mon roman, mon deuxième roman avec vous. Et ça m'a donné vraiment beaucoup d'idées. Donc je vous en dis pas plus. Mais voilà, donc il s'agit d'un recueil de haïkus d'un auteur apparemment très connu, japonais, qui s'appelle Soseki. Soseki même. Et c'est simplement un recueil de haïkus. Ce que j'ai bien aimé, c'est que à plusieurs moments, il y a des illustrations comme ça. Donc soit avec des pages vides, soit avec les haïkus et les textes à côté. Voilà, qui illustrent les saisons, qui illustrent
les propos évidemment de l'auteur. J'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup les haïkus en fait, je découvre ce style littéraire que j'aime bien caler entre deux lectures pour décompresser un peu. C'est plein de poésie, c'est plein de vécu. Et puis ce que j'aime dans ce tout petit ouvrage de 139 pages, c'est qu'il y a toute une première partie où ils expliquent la vie de cet auteur et à quel point les haïkus ont eu une importance pour lui, à quel point il arrive à extérioriser avec ses poèmes d'un format très particulier toute sa vie, en fait, son lien à son meilleur ami, son lien à la femme de son meilleur ami, à la maladie aussi, etc. Donc c'est très intéressant, c'est un petit ouvrage vraiment très facile à lire, que j'ai beaucoup aimé et qui fait donc moins de 300 pages. Dans le menu bonus de ce Cold Winter Challenge, qui s'appelle Au chaud devant la cheminée, il y avait la catégorie 1 que j'ai validée qui s'appelle Grands enfants. Il s'agissait de lire un livre jeunesse. J'ai décidé de lire un livre que j'ai vu passer sur la chaîne du Souffle des mots et dont la couverture d'abord m'a totalement séduite et ensuite les thématiques qui étaient abordées dedans. Il s'agit de Y a pas que la vie de Estelle Billon-Spagnol aux éditions Sarbacane. C'est une maison d'édition que je connaissais pas non plus avant, donc je l'ai acheté en pensant que j'allais être absolument transportée par ce livre. La chronique est déjà sur le blog, malheureusement j'ai pas été transportée comme je le pensais. J'ai eu de la peine avec la narration surtout. Au début on est paumé avec donc c'est l'histoire de trois amis qui vivent leur vie dans un petit village. Ils ont des surnoms un peu chelous. Poussin, Griez et Sco. Donc j'ai eu de la peine déjà à me retrouver entre leurs prénoms et surnoms. Puis j'ai eu en fait tout le long du livre beaucoup de peine avec Sco, qui en fait s'appelle... Bon, là j'ai oublié son prénom. Vous verrez sur ma chronique, j'ai pas forcément été tendre avec ce personnage. Je trouve que la jeunesse n'excuse pas tout et que... il merde en fait, il merde tout le long, il fait du mal autour de lui, il est... Voilà, alors après j'ai bien aimé la fin quand même, il y a un message de reconstruction, de résilience qui m'a bien plu. Je me suis aussi beaucoup attachée quand même à un des personnages qui s'appelle Cléo, sauf erreur. Donc une jeune fille qui a 13-14 ans, qui elle aborde l'automutilation, qui aborde le deuil, qui apporte... beaucoup d'éléments comme ça et j'ai trouvé que c'était très dur à lire mais dans le bon sens du terme cette fois, très proche d'une certaine réalité. Voilà, il y a des passages forts, j'ai mis des post-it, j'ai mis plein de post-it quand même. Bon, le nombre de post-it n'est pas gage de qualité du livre, mais en tout cas c'est gage qu'il y a des citations et des moments qui m'ont beaucoup plu, que j'ai trouvé bien formulés, ou qui apportait pas mal de matière, quoi, disons, à la réflexion. J'ai trouvé qu'il y avait quand même des moments où c'était maladroit, où les thématiques n'étaient pas forcément creusées. Puis le problème, c'est que quand on n'aime pas un personnage principal, après on a de la peine à rentrer tout le long dans l'histoire, quoi. Et c'est malheureusement un peu la première fois que ça m'arrive, où j'aime pas du tout le protagoniste. Et le problème, c'est que c'est lui qui va surtout mal vivre l'événement clé du roman, où ça va tout bousculer dans sa vie. Le problème, c'est que comme j'étais pas attachée, je m'en fichais un peu. Enfin, j'étais plus intéressée par l'évolution des autres personnages, qui apparaissent un petit peu moins, que par l'évolution de Sco. Donc voilà, je vous laisserai aller lire ma chronique. C'est pas vraiment un coup de cœur et je pense que je vais le donner et pas forcément le conseiller à tout le monde. J'ai vu qu'il y avait des déçus sur Instagram parce que il faisait envie à beaucoup de monde, mais moi j'ai pas... Voilà, et c'est pas du tout la question que j'étais pas la cible. Je savais que c'était un livre jeunesse, donc j'avais cette vision de jeune, mais même comme ça, j'ai pas réussi à bien rentrer dedans. Dans cette catégorie-là, lire un livre jeunesse, j'ai aussi validé par contre mon coup de cœur adolescent, un truc de fou. C'est Tourbé de mon amour de Pierre Bottero aux éditions Flammarion Jeunesse. Alors là, contrairement à l'autre, là,
là, c'est malade. C'est malade. Ce livre, c'est un coup de cœur adolescent et il fait partie de ces livres qu'on ne m'a jamais rendus. Ce livre parle d'un jeune garçon qui vit dans une banlieue en France et qui va rencontrer une jeune fille qui est complètement décalée, une jeune fille qui est beaucoup plus mature, passionnée de littérature. Et lui, il vit dans sa banlieue, il est dans la survie. Et puis il rencontre cette fille qui, on dirait un extraterrestre, qui trouve même pas joli au premier abord ce qui se passe, cette rencontre, cet amour, cette tolérance, et Pierre Bottero, quoi. Alors je connaissais pas tellement l'auteur avant de le découvrir, donc j'ai découvert ce livre il y a moultes années et ils ont réédité le livre et donc moi je l'ai racheté puisqu'on me l'a jamais rendu. Je regrette pas du tout de l'avoir relu et là j'ai pas eu de difficulté du tout à rentrer dedans à nouveau. Alors je me suis rendu compte qu'en fait il y avait plein de choses qui m'avaient échappé, mais il y avait aussi plein de choses qui étaient restées ancrées profondément en moi dans ce livre. Et si vous avez des ados autour de vous, surtout offrez-leur ce livre. C'est une pépite, c'est un truc de malade. Et il fait 155 pages, c'est écrit très gros, enfin assez gros. Merveilleux, merveilleux, c'est un nouveau coup de cœur, des années plus tard. Je l'avais lu 3-4 fois je pense dans mon adolescence. Mais alors, voilà, un nouveau coup de cœur. J'ai trop aimé lire ce livre. Relire ce livre, le redécouvrir, c'est une pépite, vraiment vraiment. J'ai presque plus de batterie, je vais essayer de voir si j'arrive à tenir. J'ai aussi validé la dernière catégorie de ce menu au chaud devant la cheminée, la catégorie qui s'appelle chocolat chaud. Il s'agissait de lire un livre qui nous fait du bien. Alors là, j'ai lu Amstramgram, ce sera toi qui me plaira, de Catherine Rose Barbieri. C'est un livre aussi que j'ai acheté il y a très longtemps. J'avais vu passer sur Bookstagram. Et la couverture m'avait bien plu, je la trouvais dynamique et tout ça. Il est catégorisé en chiclite chez Erol Éditions. Je trouve que c'est pas du tout de la chiclite. Parce que je déteste la chiclite. J'ai découvert ce livre et franchement, je l'ai pas encore chroniqué là sur mon blog, mais c'est un coup de cœur. Parce qu'en fait, je trouve que l'auteur aborde vraiment d'une façon tellement sincère certaines thématiques qu'on pourrait penser banales, mais en fait elles sont tellement importantes et ça parle de traumatisme aussi, de relations de couple qu'on peut avoir par le passé et qui nous empêchent en fait d'aller vers l'avenir. J'ai trouvé très original le concept qui est en fait que c'est une fille banale, qui est un petit peu ronde, qui pense qu'elle peut pas vraiment plaire autour d'elle, qui a pas des super relations avec ses collègues, qui va bosser, qui s'intéresse pas en fait spécialement aux autres. Et puis un jour elle reçoit un mail d'un type qui lui dit: j'arrête pas de penser à toi Camille, je te trouve belle, et voilà. Et ce mail n'est pas signé et donc elle va commencer à imaginer que tous les types autour d'elle c'est ce type là parce qu'elle a aucun moyen de savoir qui lui a envoyé ce mail. Et donc elle va investiguer, elle va penser que c'est son patron, elle va penser que c'est le stagiaire, elle va penser que c'est son voisin, et elle va se faire des films. J'ai trouvé ça, en plus d'être très très drôle, vraiment c'est très drôle. Il y a des thèmes qui sont quand même abordés et je trouve qu'enfin on arrive à avoir un protagoniste, je vous dirai pas lequel c'est, mais un qui tient la route, qui est vraiment trop chouette, respectueux. Juste un mec bien quoi. C'est pas qu'il a pas de défauts, il a des défauts, il a sa vie et en plus c'est trop bizarre parce que le mec est irlandais. Et j'ai trouvé ça drôle que je savais pas du tout, il y a aucun moyen de savoir ça. J'ai trouvé ça drôle que encore une fois l'Irlande revienne d'une certaine façon. Et j'ai vraiment trop apprécié ce protagoniste, ce garçon. Du coup, on sait pas si c'est lui, si c'est pas lui. Elle va investiguer Camille. Et puis on va investiguer avec elle. Il y a tout ce mystère. Je trouve qu'il n'y a pas le cliché de la meilleure amie complètement folle. Elle qui est complètement calme. Elle vit des trucs loufoques. Et en même temps, elle a des blocages qui doivent être résolus et j'ai trouvé que c'était vraiment très très bien amené. Actuellement il passe partout sur Bookstagram parce que, en tout cas sur les réseaux, parce qu'il est sorti en poche. Moi j'ai le grand format parce que j'ai mis du temps à le lire, mais je vais le garder. Lisez-le si vous cherchez un truc pas prise de tête mais qui en même temps titille un petit peu la curiosité, foncez. Moi je suis
comblée, j'étais séduite de A à Z par ce roman, quoi. Pour finir, je voulais valider encore ce défi avec un livre de Gilles Le Gardinier. J'ai encore menti. Je vous en parle pas trop parce que je l'ai pas terminé, j'en suis à un tiers à peu près. Du coup, il comptera pas pour le Cold Winter Challenge puisque on est le 1er mars. Donc voilà, c'est fini. Mais c'est pas grave, j'ai validé une catégorie par menu et donc j'ai validé mon Cold Winter Challenge. Mais je trouvais que ce livre rentrait parfaitement aussi dans le Cold Winter Challenge puisqu'il est rouge, on dirait les fêtes et c'est Noël! Cette vidéo est un petit peu longue, j'espère que j'arriverai à couper au montage. Sinon, j'espère que vous aurez préparé un petit thé, un petit chocolat chaud, un petit truc pour patienter, visionner tout ça. J'ai voulu faire quelque chose de plus spontané, en même temps j'étais obligée puisque j'ai pas chroniqué tous les livres. Donc voilà, et je voulais pas attendre 3 semaines avant de vous poster mon Cold Winter Challenge puisque le printemps a déjà de l'avance, il fait incroyablement beau, il commence à faire chaud et c'est plus vraiment l'hiver. Merci en tout cas à l'Enluminé qui nous a proposé une sélection de menus tous plus variés les uns que les autres. Je vous mettrai les différents liens pour que vous puissiez découvrir ce challenge sur sa chaîne. Et puis en attendant qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo, je vous embrasse très fort, je vous souhaite de bonnes lectures, j'espère que ça vous aura donné des idées quand même. En attendant, je vous dis à très bientôt entre nos lignes. Ciao!